On y va. Donc, bonjour à tous. Juste pour voir si vous êtes dans la bonne salle, si j'ai le bon auditoire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais participé à des rencontres, des meetings, des ateliers de travail? Non? Tout le monde a travaillé à ça? OK. Autre question, est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à des rencontres qui n'avaient pas de but, pas d'objectif? Oui, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient là. Donc, vous êtes à la bonne place. Donc, merci beaucoup d'être là. Donc, on va essayer de clarifier tout ça. Il y a encore des gens qui rentrent. Donc, juste pour me présenter, Patrick Girard. Donc, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans le milieu financier. Et puis, j'ai vécu tout ça, la gestion de projet, le début de l'agilité. Et puis, j'en ai eu assez à 40 ans. Et puis, j'ai décidé de partir ma propre entreprise, Ocasi Conseil. Ocasi forme, enseigne, train, parce qu'on forme aussi beaucoup au Canada anglais, sur plusieurs aspects de la gestion de projet, de la gestion de programme, de la gestion de portefeuille et toutes les soft skills qui viennent avec. Dont la facilitation. Donc, la facilitation, on va essayer de voir un peu durant l'heure qui vient, la différence entre la facilitation, l'animation, le coaching, la consultation. Donc, on va essayer de démêler tout ça parce que la facilitation, ça devrait faire partie de vos outils dans votre coffre à outils. En tant que gestionnaire de projet, en tant que Scrum Master, en tant que participant à une équipe de projet, vous devez être capable de faciliter une équipe. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire et quelles compétences que vous devez développer pour ça. Donc, j'ai 4 grands objectifs. Premièrement, c'est quoi la facilitation et pourquoi qu'on devrait développer nos habiletés? Comment la facilitation aide l'innovation? Parce que ça fait ma conférence qui vient après de Keynote, vous allez voir, on fait beaucoup de chemin, de pouce sur qu'est-ce qu'il a dit, parce que justement, l'innovation, ça ne se crée pas tout seul. Il faut justement la faciliter, il faut emmener les gens avec nous dans la bonne direction. Et la facilitation est un des éléments qu'on peut utiliser. Reconnaître les différents niveaux de maturité de groupe, et adopter sa facilitation. On ne facilitera pas une équipe qui est immature et une équipe mature de la même façon. On ne gère pas l'équipe de la même façon. Donc, on va voir pourquoi. Et puis, on va peut-être avoir le temps juste de voir différentes techniques. Les techniques, vous voyez, c'est la dernière chose qu'on voit. Les premiers points, c'est comment notre approche comment on va mettre notre approche en place en termes de qui je suis en tant que facilitateur et qui j'ai devant moi et qu'est-ce que je dois résoudre comme problème. C'est ça qu'on va essayer de voir en premier lieu. Avant de rentrer dans les outils, les techniques, tout ça vient juste nous aider. Premièrement, je vous invite 3 Bibles, 3 livres, si vous voulez aller plus loin. La facilitation, Develop Your Expertise by Tony Mann, The Art of Facilitation and The Secret of Facilitation. C'est 3 Bibles que un est beaucoup plus sur les techniques, l'autre est beaucoup plus sur l'approche et l'autre combine les deux. Les 7 commandements du facilitateur. On va juste les voir rapidement, puis ensuite, vous allez voir, au fur et à mesure de la présentation, je vais aller plus en détail dans ces 7 principes-là qui viennent nous mettre un peu la table. Donc, premièrement, le facilitateur est libre. Qu'est-ce que ça veut dire, le facilitateur est libre? Ça veut dire que quand vous facilitez un groupe, vous facilitez un problème, vous ne devez pas être attaché à une solution, vous ne devez pas être attaché à quelque chose. Vous devez être libre, c'est-à-dire d'essayer d'enlever votre parti pris à qu'est-ce qu'on doit résoudre. Vous êtes là pour que l'équipe résoudre qu'est-ce qu'elle a à résoudre, pour que l'équipe prenne l'option qu'elle veut prendre. Parce que si vous mettez le chapeau je vais l'appeler le leader de la tâche, du task leader, mais là, on n'est plus dans une facilitation, on est dans une animation.
Donc, c'est ça un peu la différence aussi entre animation et facilitateur. Le facilitateur est complètement libre. Et plus que vous êtes libre, plus que vous emmenez l'équipe à trouver la bonne solution. Le facilitateur explique le pourquoi des processus et les résultats attendus. Son rôle au départ d'un facilitateur, c'est de dire, c'est quoi l'objectif de notre rencontre? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va le faire? Vous devriez, si vous facilitez un groupe, vous devriez être toujours transparent. Voici qu'est-ce qu'on va faire, voici comment qu'on va le faire. Donc, si vous ne faites pas ça au début d'une rencontre, bien, les gens ne savent pas où vous en allez. Vous devez clarifier, vous devez dire qu'est-ce qui s'en vient. C'est un des commandements fondamentaux. Le facilitateur est curieux et s'intéresse à tous les sujets. Ça veut dire que tout est intéressant de qu'est-ce que les gens disent. Ça ne veut pas dire que tout est pertinent, mais tout est intéressant, peut-être pas pour ça. OK. Donc, est-ce que vous m'entendez? OK. Donc, le facilitateur est curieux et s'intéresse à tous les sujets. Donc, c'est-à-dire que vous devez être intéressé par tout ce qui se dit. Mais pas nécessairement, vous n'allez pas nécessairement prendre tout et le gérer à ce moment-là. Vous devez être curieux de ce qui s'est dit et peut-être le mettre sur un panneau pour après, le garage et tout ça, mais vous devez être curieux. Le facilitateur, parce que des fois, on bâtit sur des choses, des fois qui semblent un peu hors de propos, mais on peut faire du chemin et l'innovation va peut-être nous amener justement à partir de quelque chose qui semblait être un peu tiré par les cheveux. Mais il faut être curieux, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Le facilitateur a des compétences pour aider les gens à s'engager dans un véritable dialogue. Donc, il faut avoir, en tant que facilitateur, aller chercher qu'est-ce que les gens nous disent, et qu'est-ce que les gens cachent, qu'est-ce que les gens ne veulent pas dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais qu'ils ne disent pas vraiment. Donc, le facilitateur a vraiment les compétences pour aller chercher ces informations-là. Le facilitateur respecte la capacité du groupe à découvrir la nature de ses propres problèmes et possède les compétences nécessaires pour aider les gens à exprimer cette capacité. C'est-à-dire qu'en tant que facilitateur, vous devez respecter le groupe, la vitesse du groupe, les gens qui sont dans le groupe et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme solution. Le respect du groupe est essentiel. Le facilitateur adopte une attitude respectueuse, quelles que soient les idées, émotions ou sentiments, qu'ils soient extrêmes ou irréalistes. On respecte, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement les gérer. Oui. Le facilitateur... Une chance qu'on vous voit derrière le podium, là. Le facilitateur autorise les membres d'un groupe à choisir collectivement ou individuellement leur propre processus et de travailler à leurs propres objectifs. Donc, le facilitateur doit donner au groupe le plus de pouvoir possible à faire comment ils veulent le faire, quels sont l'objectif du groupe, et puis plus que vous êtes capable de faire cet élément-là, plus que le groupe va aller plus loin en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que la facilitation? Non? Qu'est-ce que c'est que la facilitation? Bien, la facilitation, la définition, la facilitation est un processus au cours duquel une personne intervient pour aider un groupe à améliorer son efficacité, à identifier et résoudre les problèmes, à prendre des décisions et à s'engager collectivement dans l'action. Le dernier point est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire combien de rencontres que vous avez eues et que vous pensez que vous vous êtes entendu sur une solution, puis finalement, quand tout le monde sort, bien finalement, il n'y a plus rien qui tient. Le but d'une bonne facilitation, c'est que quand on termine la rencontre, il y a un engagement à qu'est-ce qu'on vient de faire, parce que les gens se sont impliqués dans cette solution, dans ce problème. Donc, plus que vous êtes capable, puis des fois, ça va prendre un peu plus de temps que vous avez prévu, mais c'est correct parce que si vous voulez pousser trop, puis en fin de compte, les gens sortent de la rencontre, puis finalement, il n'y a personne qui tient qu'est-ce qu'ils ont dit, bien, il faut recommencer. Donc, ça ne donne absolument rien.
Donc, qu'est-ce que la facilitation nous amène? Ça nous amène à ce qu'on veut résoudre le problème, on veut engager les gens, on veut prendre des décisions, mais on veut que les décisions soient engageantes, qu'elles soient prises par la suite, qu'elles soient respectées. C'est ça notre but principal. Faciliter, le mot le dit, c'est rendre quelque chose de compliqué simple. Faciliter, là, le mot le dit, ça devrait être facile. Ça ne devrait pas paraître que vous êtes en train de faciliter une rencontre. Bon, là, je suis rendu à quel point là, de mon meeting, puis on fait quoi là déjà? Il faut que ça coule de source. On doit être capable d'être naturel dans une facilitation. Bien sûr, vous allez me dire, ben oui, mais moi, je commence à faire de la facilitation. C'est sûr que oui, je peux comprendre. Le but, c'est qu'au fur et à mesure que ça devienne de plus en plus facile, que vous soyez à l'aise de le faire. Facilité est encore plus important avec notre vie en ligne aujourd'hui. Qui a déjà facilité une rencontre en ligne? Ça peut être, c'est du sport, hein? C'est différent, ça ne demande pas la même capacité de focus, donc on doit voir les choses autrement. Donc, faciliter dans notre monde d'aujourd'hui, en personne ou en ligne, ça demande de l'ouvrage. Mais plus que vous devenez bon, plus que ça devrait être facile pour vous. Donc, faciliter pour innover, bien, l'innovation, c'est comment on stimule l'innovation dans une entreprise? Bien, on accroît la participation des employés, on encourage l'apprentissage, on établit la confiance, la transparence, on favorise la mobilisation, puis on commence modestement. C'est toutes des choses que la facilitation vient supporter. Puis vous allez le voir, comme on l'a vu dans le keynote, quand on a des choses complexes, bien, il faut les couper en morceaux pour pouvoir arriver avec des solutions. Et la facilitation va justement prendre chacun des morceaux et essayer de trouver des solutions. Vous avez vu le premier livre, le troisième livre, c'était une arme secrète. Pourquoi c'est une arme secrète? Mais ce n'est pas un secret si bien gardé que ça, mais les gens qui savent que la facilitation, ça fonctionne. Donc, plus que vous êtes capable de démontrer vos compétences de facilitateur, plus que ça devient une arme pour vous pour être productif, puis être bien vu dans l'organisation. Plus que vous êtes capable d'emmener un groupe à répondre à son objectif, à son problème, plus que les gens vont vous voir comme étant, lui, il est capable de nous emmener à l'endroit où on a besoin d'emmener. Donc, en fin de compte, c'est ça qui devient votre arme secrète. Donc, mais il n'y a pas de secret. Tout est là, tout est dans les livres et il faut essayer. Je vous le dis, il faut essayer, il faut le faire, il faut demander de la rétroaction, il faut demander à des gens qui ont vécu notre facilitation, qu'est-ce que je peux m'améliorer et le faire et s'améliorer. Et après ça, vous devenez des kingpins en facilitation. Le dernier mot, c'est surtout la mettre en application de façon concrète, cohérente et continue. Le dernier mot, là, continue. Ça ne veut pas dire ça veut dire de le faire, pas un meeting sur 3, un meeting sur 4, un meeting sur 5, de façon continue dans toutes vos rencontres. Là, vous allez me dire, ah ouais, mais je n'ai pas le temps de m'organiser pour que mes rencontres soient organisées, c'est plus qu'à un moment donné, vous allez prendre la proactivité, c'est-à-dire que peut-être actuellement, vous n'avez pas de temps parce que vous prenez des rencontres qui ne sont pas productives. Mais plus que vous êtes capable d'arriver à faire des rencontres productives, plus que vous allez tomber dans un élément que vous allez gagner du temps. Mais sauf qu'il faut partir la machine. Il faut vraiment mettre en application rapidement, mais c'est sûr que le temps entre les deux, entre de devenir compétent en facilitation, bien là, vous allez avoir peut-être un peu plus de travail. Mais sauf que vous allez gagner plus tard. Combien d'heures dans une semaine est-ce que vous passez en réunion? 40 heures? Combien d'heures sont-elles réellement efficaces? Pensez-y.
La facilitation, c'est rendre votre travail plus efficace sans que ça paraisse. Donc, des équations à ne pas oublier. Une réunion plus la facilitation, ça donne l'efficacité. Une décision réussie, c'est une bonne décision multipliée par l'engagement à la décision. La facilitation, c'est un art, une science et des compétences. Pourquoi c'est un art? Parce qu'il faut savoir bien lire qu'est-ce qui se passe. Ce sont une science parce qu'il y a vraiment des techniques en arrière de ça. Il y a vraiment des réflexions qui ont été faites, des recherches qui ont été faites, et c'est des compétences à développer. Puis, oui, c'est possible. C'est possible d'être efficace en réunion, en atelier de travail, en rencontre. Oui, c'est possible. Donc, le premier élément, le premier outil que je vous donne, c'est le triangle de la facilitation. Donc, c'est quoi le triangle de la facilitation? Bien, au centre, on a la responsabilité du facilitateur. Celui qui va être en charge de faciliter la rencontre, le meeting, l'atelier de travail, il y a 3 pointes à ce triangle-là. Donc, on a premièrement la tâche à effectuer. Donc, quelle est la tâche qu'on a à effectuer? Le deuxième point, la maturité du groupe que vous allez avoir à faire. Est-ce que c'est un groupe qui est habitué de travailler ensemble? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà mis en commun, travaillé sur des problèmes? C'est quelle sorte de groupe que j'ai? Vous allez voir, on va aller explorer qu'est-ce que c'est. Et ensuite, combien de temps j'ai pour faire cette facilitation-là? Va avoir un grand impact sur la manière dont vous allez vous y prendre. Donc, explorons ce triangle-là de facilitation. Donc, premièrement, la maturité du groupe. Donc, on a 3 niveaux de maturité du groupe. On a premièrement un groupe qui serait dysfonctionnel, c'est-à-dire, c'est un groupe qui ne sont pas habitués de travailler ensemble. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. C'est souvent le cas d'un groupe qui se met au départ d'un projet et puis qui s'apprend à se connaître. Dans le forming, là, dans le groupe, là, c'est souvent ça. Ça se peut aussi que vous ayez des groupes que ça va être une fois ou deux que vous allez les rencontrer, ce groupe-là, parce que vous avez un problème X à résoudre. Le deuxième niveau de maturité, c'est le groupe transitionnel. C'est un groupe qui peut commencer à se connaître. Ils peuvent commencer à prendre différents processus, formats. Donc, ils peuvent commencer à prendre le leadership sur certains aspects de la rencontre, sur les différents aspects de l'atelier de travail. Et le troisième, c'est le groupe qui est leader, c'est-à-dire c'est un groupe, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, la confiance est là, et ils peuvent justement, ils peuvent eux-mêmes prendre le leadership de cette rencontre-là, et le facilitateur est là maintenant juste pour être un guide, pour juste les enligner vers la bonne direction, et le groupe prend par lui-même la bonne direction. La tâche maintenant, qu'est-ce que vous avez à résoudre? Bien, il y a 3 niveaux d'incertitude, puis on peut faire le lien encore avec notre keynote. Bien, la première, c'est le niveau 1, c'est la certitude. La question est claire et la réponse est facile à obtenir du groupe. Donc, c'est un problème connu et c'est assez simple de savoir qu'est-ce qu'on a à résoudre. Le deuxième, c'est la question et le problème est relativement clair, mais la solution est à développer. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a comme problème, mais la solution, on n'est pas sûr. Donc, on va falloir qu'on travaille là-dessus. Et le troisième, bien, c'est l'incertitude totale ou, comme on a vu, complexe. C'est-à-dire, il y a même la question puis le problème, il n'est pas clair. Donc, en premier lieu, on va essayer de définir le problème ou la question, et ensuite, il va falloir trouver la solution. Donc, si vous ne savez même pas c'est quoi le problème, donc c'est dur de trouver une solution. Donc, il faut s'entendre sur le problème en premier lieu. Donc, c'est qu'est-ce que vous avez à résoudre dans cette rencontre-là. Donc, la première des choses à vous poser comme question, c'est quoi le but de cette rencontre-là? C'est quoi le but de cette facilitation-là que j'ai à faire? Et le temps, bien, si je suis dans un élément de certitude, d'un niveau 1, bien, ça va être 1 pour 1. Donc, vous avez prévu 1 heure, ça devrait prendre 1 heure. Si vous êtes dans le niveau 2, multipliez ça par 2 fois et demi.
Si vous êtes dans le niveau 3, multipliez ça par 4 fois et demi. Donc, posez-vous pas la question des fois pour dire « Hey, comment ça nous a pris tant de temps pour résoudre cet élément-là? » Mais parce qu'on était dans le 3e point. Le problème n'était même pas clair, puis finalement, il a fallu trouver la solution. Donc, ça veut dire que ça a pris 4 fois et demi le temps que vous pensiez dans votre tête. Donc, en étant au départ plus clair sur qu'est-ce que j'ai à faire, bien, vous allez voir le temps que vous avez à mettre. Et puis, des fois, vous allez gérer les attentes. Hey, oui, on veut résoudre ça en 2 heures, mais attention, on ne s'entend même pas sur le problème. Ça va nous prendre 10 heures pour faire ça. Et là, les gens disent, ben non, 10 heures. Oui, oui, ça va vous prendre 10 heures pour faire ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de gérer cet élément de temps parce qu'on sous-estime tout le temps les choses. Il ne faut pas sous-estimer. Quand on sait exactement dans quelle sorte d'élément on est, bien, ça va prendre du temps. Donc, le facilitateur, il va prendre en compte la maturité du groupe, la tâche et le temps, et donc, il va adapter sa prestation, son intervention avec des techniques et des façons de faire qui correspondent aux différents éléments du triangle. Donc, ça veut dire qu'un facilitateur pourrait utiliser trois façons de faire. Il pourrait être en mode dirigiste, c'est-à-dire qu'il va emmener de façon il va emmener le groupe, il va diriger le groupe. Là. Il va vraiment le guider très clairement sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Il peut être un coach, donc c'est-à-dire qu'il va juste coacher certains éléments de la rencontre pour être sûr qu'on va atteindre l'objectif, ou il peut être un intervenant ad hoc, juste pour ici et là, pour voir, bien, l'équipe s'en va dans la bonne direction. Donc, ici, vous voyez, vous comprenez, je vous ai fait un tableau, puis finalement, si dépendant de quelle sorte de groupe que vous avez, c'est quoi la tâche à effectuer. Donc, vous allez vous retrouver dans un des cadrans et selon le temps, bien là, vous allez dire, OK, comment je vais adapter ma facilitation pour cet élément-là. Donc, ça veut dire que vous avez 9 options comme facilitateur pour chacune des types de réunions et chacun des types de groupes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas juste une façon de faciliter les rencontres. Donc, ça ne veut pas dire que si vous aimez ça diriger dans les rencontres, bien, si vous êtes dans un groupe là, qui est un groupe leader, là, qui se connaît, puis c'est assez certain qu'est-ce qu'on a à livrer, puis là, vous arrivez avec vos gros sabots de dirigiste, mais ça ne marchera peut-être pas, parce que ce n'est pas comme ça que vous devriez résoudre le problème. Puis plus que le groupe est leader, plus qu'il peut prendre le leadership sur la rencontre. Et c'est ça qu'on veut. Hein? Donc, des différences entre les différentes fonctions. Donc, on voit ici, il y a toujours un axe à 2, comme on a vu. Donc, l'axe à 2, on a la connaissance du sujet puis le processus. Donc, plus que la connaissance du sujet, on voit élevé, plus que le processus est bas, mais plus qu'on est dans la consultation. Le consultant donne des réponses. C'est ça qu'on veut d'un consultant, on donne des réponses. Le formateur, lui, il va utiliser quand même certains processus. Hein? Donc, le formateur donne certains processus on va travailler en équipe, on va explorer certains sujets, mais là, je suis quand même là pour donner de la matière. L'animateur est là aussi. L'animateur est partie prenante aussi de la solution. Donc, l'animateur est là aussi, est à peu près au même niveau que le formateur. Donc, quand quelqu'un anime la rencontre, demandez-vous, il anime la rencontre parce qu'il est partie prenante de la rencontre. Donc, c'est-à-dire qu'il croit au sujet, il a un aspect il est attaché au sujet. On a le coach. Donc, le coach, la connaissance du sujet peut être basse ou elle peut être haute. Il va aider la personne à aller chercher les ressources qu'il a besoin. C'est peut-être pas lui qui a toutes les réponses, le coach. Et le facilitateur, on est plus dans le processus que dans la connaissance du sujet. Donc, vous allez me dire, ben oui, mais moi, là, souvent, j'ai les 2 chapeaux. J'ai celui qui est le Scrum, j'ai le chargé de projet, puis j'ai aussi le facilitateur. Comment je fais pour me débrouiller là-dedans? Bien, ça veut dire que quand vous facilitez, vous facilitez. Et c'est que c'est clair le chapeau que vous avez.
quand on est conscient de quel chapeau on met, bien, on va prendre les actions qui correspondent au chapeau qu'on a. Mais oui, ça peut être souvent une dualité entre les deux. Je vais rentrer un peu dans la notion, ben oui, mais c'est dur gérer, c'est dur faciliter. Les gens ils ont des comportements difficiles, les gens n'écoutent pas, les gens parlent, les gens parlent de d'autres sujets. OK, moi, je dis, il n'y a pas de personne difficile à gérer. Okay? Il n'y a personne qui est difficile à gérer. Les gens veulent habituellement faire la bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mal faites, par exemple. Il y a des agendas de réunions qui ne se sont pas faites. Il y a des gens qui ne devraient pas être à cette rencontre-là. Il y a des gens qui ne se sont pas préparés à ces rencontres-là. Il y a des raisons pour lesquelles certains agissements se passent en rencontre et que la rencontre n'est pas efficace. Donc, des comportements difficiles en réunion sont souvent reliés à des symptômes plus profonds. Et là, je vais vous introduire le iceberg. Donc, le iceberg, c'est un iceberg, vous savez, là, c'est qu'est-ce qu'on voit en haut de l'eau, là, c'est la petite portion, là, comme on connaît. Ben, qu'est-ce qu'on connaît dans un iceberg, là? C'est souvent là, les objectifs, puis la tâche, puis les processus qu'on va utiliser pour résoudre le problème. Okay? Ça, c'est habituellement ça qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est l'interpersonnel, les interactions que les gens ont entre eux, qui peuvent venir de longtemps, l'historique entre ces gens-là. Vous avez des préférences des gens. Il y a des introvertis, il y a des extravertis. Vous demandez aux gens, venez parler, dites-moi vos meilleures suggestions. Là, on va faire un tour de table. Il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, on utilise peut-être des façons de faire qui ne correspondent pas aux préférences des gens. Donc, si on utilise des préférences, des éléments que les gens n'aiment pas, bien, c'est sûr qu'ils ne vont peut-être pas être faciles à gérer. Ils vont peut-être faire d'autres choses, ils n'écouteront pas, ils vont se boquer, ils vont se retirer parce que vous n'avez pas tenu compte de qui vous avez autour de la table. Et le dernier, les émotions. Les émotions, c'est le dernier élément qui peut faire remonter le plus rapidement possible. C'est ça qui peut faire chier toute la chose, tout le meeting. Hein? C'est ça qui peut arriver. Et qu'est-ce qu'on écrit? Les émotions neutres. On veut des émotions neutres dans une rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire, des émotions neutres? On ne veut pas des choses trop élevées, de l'excitation. On ne veut pas des gens qui sont démotivés, qui sont négatifs. On veut une émotion neutre. C'est dans l'émotion neutre qu'on réussit à être efficace. Ça ne veut pas dire qu'on enlève toutes les émotions dans une rencontre. Ce n'est pas ça que je dis. Mais si on veut être efficace, il faut que l'émotion soit le plus neutre possible. Pas trop excité, puis pas trop négatif. Donc, l'émotion va varier un peu, mais il faut s'approcher du neutre. Et ça, on l'oublie souvent. L'émotion, c'est la chose qui, si un des éléments ici qui ne correspond pas, puis qui va toucher des choses assez essentielles chez certaines personnes, l'émotion va remonter rapidement. Et c'est là que vous allez vous retrouver que bien, vous ne pouvez plus gérer ce que vous avez à gérer votre rencontre. Donc, l'émotion, là, c'est la chose qui est le plus profondément enfouie, mais qui peut remonter le plus vite possible. Donc, mais il faut voir d'où ça vient, cette émotion-là. L'émotion, là, n'arrive pas comme ça, là. Il arrive de quelque part. Et donc, ça peut venir des objectifs qui ne sont pas clairs. Vous faites une rencontre, puis les objectifs ne sont pas... Avez-vous des objectifs pour cette rencontre-là? Qu'est-ce qu'on vient faire autour de la table? Là, t'sais? Puis là, la personne, elle vient de sortir d'une mauvaise rencontre, puis là, elle rentre dans une autre rencontre avec des objectifs pas encore clairs. Vous savez, l'émotion peut remonter vite. Donc, vous voyez, le passé va venir vous rattraper, puis peut-être ce n'est pas votre faute nécessairement, mais vous avez fait un élément. Vous n'avez pas mis d'objectif clair pour cette rencontre-là, donc vous vous retrouvez que c'est vous qui allez être payé. Le processus et les outils utilisés ne conviennent pas à la maturité ou à la tâche. Donc, vous avez pris des outils que vous connaissez, mais que vous ne connaissez peut-être pas assez.
puis finalement, vous les utilisez mal, puis les gens ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Donc, finalement, ben, les gens ne sont pas contents. Ils ont l'impression de perdre leur temps. La communication entre les membres du groupe est ardue. Donc, les processus et les outils utilisés ne sont pas les bons. Donc, il y a toutes sortes de techniques pour faire parler les gens, pour faire travailler les gens ensemble, même s'il y a des gens qui ne s'aiment pas dans votre groupe. Puis, on n'est pas obligé de mettre des gens qui ne s'aiment pas ensemble, qui peuvent travailler, même ils peuvent travailler de façon professionnelle ensemble. Donc, mais sauf que si on les amène à travailler de façon que, les émotions reviennent, bien, ça va être facile d'allumer le feu rapidement. Donc, il faut être capable de comprendre où on se situe. Donc, si, bien, moi, puis vous allez peut-être dire, bien, moi, je ne connais pas les gens qui ont autour de la table, là. Donc, ça veut dire que vous allez dans un aspect dirigiste. Donc, vous allez encore plus diriger la rencontre. Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas les gens qui ont autour de la table, vous devez être en contrôle de la rencontre et non laisser les choses aller. Vous avez un agenda, vous avez des techniques, vous avez une façon de faire que vous allez prendre et que vous allez suivre tout le long. Parce que moi, j'ai tellement vu de gens qui arrivent dans une rencontre, là, ils pensent qu'ils sont bien organisés, là, ils ont un agenda, tout. Puis là, tu arrives, puis là, ça prend juste une personne qui fait chier l'affaire. C'est ça qui va arriver. Donc, ça veut dire, vous reprenez le contrôle. Mais il y a plein de techniques pour reprendre le contrôle. Donc, on peut, OK, parfait, je t'ai entendu. Comme on a vu dans un des principes, je t'ai entendu, c'est intéressant, mais on va le prendre, on va le mettre de côté pour le moment. Et puis, si à la fin de la rencontre, on n'a pas réglé ce problème-là, on va structurer quelque chose pour résoudre ce problème-là. Donc, vous venez d'abaisser la tension. Puis là, on peut faire plein de choses comme ça. C'est des techniques qu'il faut utiliser. Et on utilise de mauvaise façon les membres du groupe. Donc, par exemple, les extravertis, les introvertis, bien, on demande à un introverti devant tout le monde, dis-moi donc, comment tu aimes ça? C'est quoi ta solution à toi? C'est sûr et certain que vous n'aurez pas la bonne façon. Donc, il faut essayer de mixer les deux. Il faut essayer de trouver des façons pour que tout le monde se reconnaisse et qu'on utilise les bonnes façons. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, les émotions remontent. Donc, le facilitateur, il y a des compétences à développer. Vous devez développer des compétences. Donc, premièrement, il y a 5 grandes compétences et 11 caractéristiques selon le modèle de Tony Mann. Et les 5, je ne passerai pas les 11 parce qu'on s'entend, ça va être long, mais prenons les 5 grandes compétences. La première des choses, la vitesse de réaction. Quand vous animez, quand vous facilitez une rencontre, vous devez être focus, être prêt à intervenir, vous regardez qu'est-ce qui se passe, vous n'êtes pas endormi dans une rencontre. La réaction au stress. Si vous n'êtes pas bon, si quelqu'un qui parle trop fort, ça vous fait trop, vous n'êtes pas capable de le gérer, bien, c'est peut-être pas pour vous. Hein? Donc, il faut que vous soyez capable de réagir à ce qui se passe, aux événements qui se passent dans la rencontre. La réaction au changement, ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de changer qu'est-ce que vous avez prévu parce que ça ne correspond plus à ce que vous venez de lire sur le terrain? Il faut être capable de changer, puis d'avoir plusieurs outils de rechange. Il faut avoir une approche processus. Il faut penser processus quand on anime. On ne pense pas tâche. Souvent, les gens pensent tâche quand on est en train de faciliter. Il ne faut pas penser tâche, il faut penser processus. Et une connaissance générale, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une soif d'apprendre et une soif de comprendre de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est quoi les vrais messages que les gens vous disent, le non-verbal et tout ça. On doit être capable de voir tout ça. Et donc, ça peut vous donner quelque chose comme ça. Donc ça peut vous donner où vous situez comme facilitateur. Et là, vous pouvez voir, bien, si vous avez une rencontre, une facilitation qui va être importante à faire, puis là, vous pouvez justement, quelle sorte de facilitateur je vais avoir besoin, puis se dire, peut-être ce n'est pas moi qui devrais faciliter cette rencontre-là. Ça devrait être quelqu'un d'autre.
Donc, les techniques peuvent être regroupées en 5 grandes catégories. Collecter des données, des prises de décision, des planifications, des actions, des résolutions de problèmes et des autres techniques, comme par exemple bâtir la confiance, gérer les questions, brise-glace, vous pouvez toutes les nommer. C'est les techniques pour faciliter là, peuvent se regrouper en 5 éléments. Conseils sur les techniques, il y en a des centaines. Il y en a des centaines, il y a des livres qui sont écrits juste sur les techniques. Procurez-vous un livre sur les techniques en facilitation et absorbez-les. Créez-en, créez les vôtres. Créez des choses qui correspondent à ce que vous avez. Mixez des techniques, soyez imaginatifs. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est ça que vous avez à développer. Et il y a 4 bases 4 concepts de base pour les techniques. Je vais passer rapidement là-dessus. Une des choses qui est importante à chaque facilitation, c'est penser vert, penser rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, penser vert? C'est penser processus de facilitation. Et penser rouge, c'est la tâche qu'on a à faire. Donc, quelle est la tâche que j'ai à faire et quel processus que je vais prendre? Donc, c'est ça qu'il faut être capable de toujours distinguer les deux. Je suis dans la tâche ou je suis dans le processus de facilitation? Les deux doivent travailler ensemble, mais les deux, on a besoin des deux. Les gestionnaires donnent peu ou pas d'efforts au processus. Dans une usine de fabrication, c'est le contraire qui se produit. Dans la chaîne de montage, là, on va analyser chaque élément du processus. Et c'est bizarre, quand on arrive dans des rencontres de projets, dans des rencontres, je dirais, administratives, on pourrait dire, on ne fabrique rien sur la chaîne de montage, le processus devient secondaire. On s'en fout de perdre du temps. On s'en fout qu'on perde du temps ensemble. Mais non, il faut focusser là-dessus aussi. On est comme sur aussi une usine de montage. Il faut voir quel processus qu'on doit prendre. À quel moment on doit utiliser tel processus. Donc, pensée rouge, pensée vert. Donc, il y a 2 techniques de base pour un facilitateur. Il y a le feedback. Recevoir du feedback, écouter qu'est-ce que les gens vous disent. Sincèrement, c'est la base même. Hein? On s'entend, là, on part de là. Qu'est-ce que les gens me disent? Qu'est-ce qu'ils comprennent que ce que je dis? Ça, c'est important aussi de redemander. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce que vous avez compris ce concept-là? Dites-moi-le dans vos mots. Si la personne, là, puis vous allez voir, la personne qui vous résume ce que vous venez de dire, elle vient bien voir qu'elle ne comprenait pas. Donc, demandez du feedback et demandez qu'il répète ce que vous avez dit. Et l'autre, c'est le RPR. Le RPR, qu'est-ce que c'est? C'est résumé, proposé et résultat. Donc, résumé, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quel processus qu'on a besoin? Pour quel résultat? Donc, toujours bien englober le RPR. Résumé, proposé, résultat. Donc, par exemple, je vous donne quelques exemples. Je suis épuisé par une longue journée et j'imagine que toi aussi. Pourquoi ne pas sortir pour un repas ce soir? Et de cette façon, nous allons nous détendre et ne pas avoir la vaisselle à faire après. Dans votre vie personnelle, vous pouvez faire un RPR. C'est beaucoup moins agressif. On va-tu voir un film? Donc, et vous avez un autre exemple ici. Il me semble que nous sommes en train d'essayer de donner un sens à cette question et qu'aucun de nous a de l'expérience et la connaissance. Pourquoi ne pas mettre cela à l'ordre du jour la semaine prochaine et demander à José, de notre bureau de Québec, de venir, de nous faire une présentation sur le facteur clé du marché, ainsi que nous pourrons avoir le temps, nous avons une chance de José, des options, etc. Donc, résultat. Donc, vous voyez, j'ai un problème, j'ai un processus, j'ai un résultat. Ça on accroche tout ça ensemble. Et essayez-le, vous allez voir que ça fonctionne. Et quelques techniques, et ça, c'est les techniques que moi j'utilise quand même assez souvent, mais il y en a des centaines, comme je vous disais. Le brainstorming, est mais n'est pas. Donc, classer les choses. OK, on parle de c'est quoi la solution, c'est quoi le problème exactement? Puis là, on peut faire 2 colonnes. C'est quoi les symptômes? C'est des symptômes, c'est pas des symptômes. Force field, qu'est-ce que c'est force field? On trouve une solution ensemble et là, on arrive et on dit OK, maintenant, il faut
tirer sur notre solution. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les angles d'attaque pour la casser, cette solution-là. Pour voir que, justement, quand on va sortir de la rencontre, on va avoir des réponses pour tous les gens qui vont venir attaquer notre solution. Donc, force field, c'est vraiment quand on veut un engagement fort de notre solution, c'est que là, tout le monde se met dans la tête comme un pilote d'attaque et vient attaquer la solution. Des votes par points, on a déjà vu ça, le Mosco, les 5 questions, la classe inversée, ça peut être la réunion inversée. Donc, ce sont toutes des façons de faire qui viennent vous amener à prendre des bonnes techniques pour atteindre notre objectif. Donc, ces techniques-là, moi, c'est mes préférées, mais ça ne veut pas dire que c'est vos préférés, que c'est ces techniques-là que vous devez utiliser dans telle situation. Donc, je pense que j'arrive dans mon temps. Il me reste 5 minutes à peu près, 5 minutes pour des questions. Et puis, si vous voulez savoir plus sur la facilitation, formation de 3-5 jours, juste sur ces éléments-là, on pousse la machine, on fait vraiment des simulations, on fait tout. C'est parce que la facilitation, là, c'est en l'essayant, en se faisant coacher, qu'on va devenir bon. Je vous le dis, là, si vous êtes en live, là, si vous avez quelqu'un que vous avez confiance, là, demandez-lui du feedback sur comment je facilite ma rencontre. Est-ce que j'utilise les bonnes techniques au bon moment? Est-ce que j'avais raison de faire ces éléments-là à ce moment-là? Parce que quand on est dans l'action, on ne voit peut-être pas tout ce qui se passe. Demandez du feedback, parce que c'est là que vous allez devenir meilleur. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Attendez, juste une minute. Bonjour. Oui. Donc, en tant que participant dans une réunion Oui. où il y a un facilitateur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faciliter le travail du facilitateur? C'est de l'aider, justement, premièrement, à comprendre. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il y a à faire, premièrement, c'est de lui en parler au départ. Est-ce que les objectifs sont clairs pour la rencontre? Si vous les recevez vous ne les recevez pas, premièrement, avant la rencontre, c'est de lui dire. Puis avant la rencontre, de dire, est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on a à faire? Ça, c'est le premier mandat là, que vous avez en tant que participant, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Et vous préparez pour la rencontre. Donc, des gens qui se préparent aux rencontres, c'est vraiment essentiel. Donc, si on a un objectif à résoudre, un problème à résoudre, puis vous arrivez là que vous n'avez rien lu, vous n'aidez pas le facilitateur. Donc, faites vos devoirs. C'est ça, je dirais, comme message, comme participant, faites vos devoirs pour les rencontres. Et pendant la rencontre? Eh bien, pendant, c'est d'être un bon soldat. OK? Et s'il y a des émotions qui remontent, bien, de les garder pour vous pour le moment et de respirer par le nez et de le dire après ou le dire de bonne façon ou de trouver des solutions et ne pas sortir ces émotions abruptes. Ça, je vous dirais, c'est la chose à faire là, comme bon participant. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des Liberating Structures comme un outil pour le facilitateur? Dans les outils, il y en a tellement des outils, je vous dirais, utilisez l'outil qui vous convient. OK? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis, dépendant si vous êtes en personne, en ligne et tout ça, ça va demander des outils différents. Mais l'outil, pour moi, est juste comment je pourrais dire ça? Ça vient juste vous supporter. Hein? Si tout le travail n'a pas été fait avant, l'outil ne viendra pas vous sauver. Okay? Parce que je participais hier à une rencontre, justement, à un atelier de travail, et la personne, elle utilisait Jamron, je me souviens peu exactement, là, puis finalement, là, on s'en foutait. L'objectif de la rencontre n'était pas clair. Puis elle focusait sur l'outil, et on s'en foutait un peu. Donc, on voyait, puis c'était en ligne en plus, et puis là, on voyait que les gens partaient. Donc, finalement, on s'aperçoit que l'outil
utilisez l'outil qui vous convient, mais l'important, c'est que tout soit fait avant. C'est ça que je te dirais. Merci. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait avec les équipes plus matures? C'est quoi une stratégie pour convaincre? Bien, une équipe qui est plus mature devrait être capable de prendre par elle-même l'objectif et puis de prendre les bons processus par elle-même. Et vous, être juste un guide pour bien qu'ils s'en vont dans la bonne direction. Vous allez juste faire des pointes ici et là, mais l'équipe devrait être capable de s'auto-gérer. C'est ça qu'on veut. On veut que le but là, de tout ça, là, la facilitation, je vais vous dire, c'est que le facilitateur ait les 2 mains dans les poches et ne soit là juste en tant que guide et s'il y a des questions, répondre aux questions. Et que l'équipe en tant que telle soit elle-même connaisse les techniques de facilitation et que le leadership de la rencontre se passe de un à l'autre et c'est correct, c'est naturel. C'est ça finalement. Je vais prendre une question Oui. sur Internet de Oui. Madi qui pose la question « Comment on fait pour neutraliser les émotions dans une rencontre ?» Ah ben les émotions, c'est une bonne question parce que... Une très bonne question. Oui, parce que si les émotions, si les émotions ont sorti, puis là, ça jette un froid, c'est sûr et certain que quand les émotions sortent, ça jette un froid dans la rencontre. Donc, il y a plusieurs façons de le gérer. Hein. Donc, la première façon, c'est de peut-être d'arrêter la rencontre à ce moment-ci parce que, justement, c'est peut-être pas le bon moment. Les gens se sentent un peu mal à l'aise et tout ça. Permettre à la personne de se calmer ou c'est aux personnes de se calmer. Donc, c'est d'arrêter la rencontre et de la reprendre après avoir discuté avec les personnes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que si les émotions remontent, c'est que, je vais vous dire quelque chose de bien plate, là, mais c'est un peu votre faute. Okay? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez fait dans l'iceberg qui n'était pas correct. Donc, ça veut dire que vous avez de la remise en question, pas seulement la personne qui a ses émotions ou les personnes que les émotions ont sauté. Il y a quelque chose qui a été fait que ça n'a pas marché. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a de l'accepter, de le prendre, puis de dire, OK, on va prendre un 15 minutes, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'il faut calmer le jeu, là. Il faut arrêter. Moi, s'il y a quelqu'un vraiment qui burst complètement, là, on arrête. On ne continue pas, les gens, on arrête. On arrête pour un moment où on arrête complètement pour reprendre. Ça serait le secret que je vous dirais, là. Bonjour. Alors moi, ma question, c'est de savoir comment faciliter la participation avec une équipe avec plusieurs introvertis. Oui. Bien, ça, c'est de prendre les techniques, des techniques qui vont demander moins de, comment je pourrais dire ça, d'expression, que les gens parlent devant tout le monde. Ça pourrait être que vous mettez les gens en sous-groupe. Puis vous savez que vous allez mettre une personne extravertie dans chaque groupe qui va peut-être parler au nom. Ça pourrait être une option. Ça pourrait aussi qu'il y ait beaucoup de la préparation avant de chacune des personnes parce que les introvertis aiment ça se préparer souvent, de demander de la préparation. Puis un introverti, quand il est préparé, habituellement, il est capable de bien parler. Il est capable d'avoir fait une réflexion, puis il est capable de s'exprimer parce que c'est pas vrai qu'un introverti ne parle pas. Et les introvertis prennent plus de temps à réfléchir. Donc, ça se peut que vous devez demander avant une certaine préparation ou donner pendant la rencontre. OK, regardez, on va prendre un 15 minutes. Chacun, réfléchissez à différents aspects, puis écrivez sur des papiers, des post-it. On part comme ça. Donc, les gens sentent qu'ils ne sont pas mis sur le spotlight. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est mettre des introvertis sur le spotlight sans préparation, donc ils n'aiment pas ça. D'autres questions? Je pense qu'on arrive juste à l'heure aussi. Merci beaucoup.